Samedi 16 décembre 1944. Lorsqu'ils se sont couchés hier soir, vendredi, les Ardennais ont commencé à refaire des projets en ces temps compliqués. Dans 10 jours, ce sera la Noël. On va peut-être enfin refaire un semblant de fête. Et pourquoi pas, après tout, s'il n'y avait pas tous ces soldats américains au repos avec leurs véhicules et leur matériel dans les rues de nos villages, on pourrait presque croire que la paix est revenue. À 5h30 ce matin, l'Ardenne s'est réveillée dans un déluge de fer et de feu. Personne ne le sait encore, mais Hitler est en train de jouer sa dernière partie de poker. La bataille des Ardennes vient de commencer. Objectif : s'emparer de tous les ponts sur la Meuse, prendre les points stratégiques que sont Bruxelles et Anvers. L'opération s'appellera Wacht am Rhein, garde au Rhin. Hitler veut diviser les troupes alliées, couper leur ravitaillement, qui arrive par le port d'Anvers, et en finalité, négocier des paix séparées avec chacun des belligérants. C'est par l'Ardenne que cette offensive commencera, car cette région n'est plus défendue que par 6 divisions américaines. Longtemps on appellera cette opération l'offensive von Rundstedt, et ce sera une erreur historique, car le vieux maréchal qui déteste Hitler a toujours été opposé à celle-ci. Son nom sera associé, un petit peu à tort, à la plus sanglante des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Cette première journée va être atroce. Les Allemands ont pénétré simultanément chez nous et au Grand-Duché de Luxembourg. À Clairvaux et Echternach, on a essuyé de violents tirs d'artillerie. Il y a tellement peu de combattants américains que même les cuistots ont été armés. Chez nous aussi, à Saint-Vith, Manderfeld, il n'y a que des unités sans aucune expérience. Leur baptême du feu sera terrible. Pour les Ardennais, c'est une deuxième exode qui commence. D'autant plus pénible que rien ne pouvait laisser penser qu'on devait revivre celle de 1940. Celle-ci sera plus dure encore, car elle se déroulera dans des conditions climatiques bien plus pénibles. Dimanche 17 décembre 1944. Nous ne sommes que le 2e jour de l'offensive des Ardennes et déjà les morts civiles et militaires se comptent par dizaines. Un homme a piétiné avec ses troupes durant toute la journée du 16. C'est l'Obersturmbannführer Joachim Peiper. Il est à la tête d'un groupement tactique qui a reçu l'ordre de foncer sans pitié à travers tout le théâtre des opérations. Les routes, trop petites, en mauvais état, pas adaptées au trafic des chars, l'ont obligé à changer 10 fois ses plans. Aujourd'hui, dimanche 17, il est entre midi et 13h. Un convoi américain d'une trentaine de véhicules qui transportent du matériel et des éléments du 285e bataillon d'artillerie de campagne vient de traverser le carrefour de Baugnier, près de Malmedy, et il se dirige dans la direction de Ligneville en vue de rejoindre Saint-Vith. Les véhicules de l'avant-garde de Peiper ont repéré le convoi. Les Allemands ouvrent le feu sur les véhicules de tête et ceux de queue, forçant ainsi le convoi à s'arrêter. Les Américains n'ont que des fusils ou des pistolets à opposer à des Allemands lourdement armés. Ils se rendent rapidement. Pendant que la colonne de Peiper poursuit sa route, les nouveaux prisonniers américains vont en rejoindre d'autres capturés plus tôt dans la journée par les SS. Ils sont conduits dans une prairie longeant la route. Ils sont environ 120 au total. Au mépris de toutes les règles relatives aux prisonniers de guerre, les Allemands ouvrent le feu. La plupart des Américains sont abattus sur place. Certains tentent de fuir, et ceux qui ne sont pas tués dans leur fuite se réfugient dans un café situé au carrefour. Les Allemands y mettent le feu et abattent ceux qui essaient d'en sortir. D'autres, dans la prairie, ont fait semblant d'être morts, mais les SS vont circuler entre les corps amoncelés et porter le coup de grâce à ceux qui donnent encore signe de vie.
Certains, quoique choqués et blessés, parviendront à s'échapper et à rejoindre les lignes américaines. Alors, ils raconteront. 2 jours de combat et déjà un premier crime de guerre. Mais que nous réserve donc demain? Lundi 18 décembre 1944. La 6e Panzer armée de Sepp Dietrich, le chef d'opération, lui-même faisant partie de la Waffen-SS, piétine devant le bastion d'Elsenborn où la 1re division d'infanterie américaine vient d'arriver en renfort. Piper continue à avancer vers Stavelot et 3 ponts. Les Américains ont fait sauter le pont sur l'Amblève et la route vers Werbeaumont est coupée. C'est un nouveau coup d'arrêt pour Piper. Pendant ce temps, les hommes de la 82e division aéroportée se sont installés à Werbeaumont. À Bastogne, la 10e division blindée américaine prend position à Wardin, Longvilly et Noville. À Rocherath, la 2e division d'infanterie américaine résiste au Panzer du Kampfgruppe Zeiner. Bizarrement, les Allemands n'ont pas été mis au courant de la présence de cette division. La bataille tourne à la confusion et sans l'arrivée des renforts, les Allemands auraient essuyé une cuisante défaite. Les Américains se replient prudemment vers Elsenborn car ils en ont reçu l'ordre par radio. Arrivé sur place après avoir traversé 1000 dangers, le colonel Mackenzie, à la tête des soldats américains, apprend alors que jamais cet ordre n'a été donné par radio. C'est l'enfer dans cet univers disparate où il n'y a plus rien de rationnel. Plus personne n'a de repères. Et si demain ne venait pas? Mardi 19 décembre 1944. Nous sommes au 4e jour de la bataille. Malgré leur force de frappe, leur attaque massive aux 4 coins de l'Ardenne, les Allemands ne sont nulle part. Ils ont tué beaucoup, ils ont avancé très peu. Hier, à la radio allemande, on a pu entendre Goebbels dire « L'action engagée a pour but de montrer toute la vitalité dont est encore capable l'armée allemande, et ce qui amènera sûrement les Alliés à consentir à une paix de compromis. » Aujourd'hui, les Américains ont refoulé les Allemands au-delà du viaduc de 3 ponts. À Stoumont et à la Glaise, la 82e aéroportée a brisé la colonne des blindés. La tentative de marche sur Liège est brisée. Bourcy, à 4 km de Noville et 11 de Bastogne, est tombée aux mains des blindés allemands. Il est temps pour le haut commandement allié de redistribuer les pièces sur l'échiquier. La 7e division à Saint-Vith, la 1re division à Butgenbach, la 2e et la 99e division se sont regroupées pour stabiliser le long du saillant nord de la pénétration allemande. À la Glaise, la 12e division de blindés allemande est décimée et bat en retraite devant ses 2e et 99e divisions. À Parfondruy, près de Stavelot, aujourd'hui 24 civils désarmés ont été mitraillés dans une ferme par les SS de la colonne de Piper. Le brouillard que nous connaissons depuis le début de la bataille donne l'avantage aux Allemands, mais aujourd'hui, on a appris quand même une bonne nouvelle. La 92e, mais surtout la 101e division aéroportée ont quitté précipitamment leur cantonnement de repos en France et foncent vers les Ardennes. La journée se termine aujourd'hui avec une certaine légère lueur d'espoir. Mercredi 24 décembre 1944. Les Allemands ont commencé la conquête de Noville ce matin. Ils se rapprochent ainsi encore un peu plus de Bastogne. Noville est finalement tombé à 16 heures et les Américains se sont repliés. Les Allemands hésitent, eux, à profiter de la situation pour poursuivre leur conquête au-delà, car il n'est plus question de blitzkrieg. Ah non, le volume de l'armement, du matériel, du carburant, des ressources en hommes, il faut y faire très attention. Depuis le début de la guerre, les Allemands ont perdu des millions de combattants, qu'ils ont remplacés certainement, mais par des éléments moins performants. La conjoncture n'est plus la même qu'en 1940. Il faut se montrer économe, car en face, les Alliés ont désormais une logistique quasi inépuisable. Le sort de la bataille est plus que jamais incertain. Cependant, forts de leurs blindés, les Allemands avancent pour encercler Bastogne. Le général von Lutwitz
estime malgré tout que, malgré l'avance de ses troupes, il a échoué pour le moment. Bastogne résiste. Il faudra au moins 2 divisions supplémentaires de blindés pour en arriver à bout. Mais les soldats allemands sont convaincus. Ils seront à Bastogne demain. C'est une quasi-certitude. Le lieutenant-colonel Harry Kinnaird, chef d'état-major, contacte le quartier général du 16e corps américain et demande à son interlocuteur, qui s'inquiète de la situation des Américains à Bastogne, « Est-ce que vous vous souvenez à quoi ressemble un beignet ?» Bon, eh ben, nous sommes le trou dans le beignet. Ce soir, Bastogne est encerclée. Jeudi 21 décembre 1944. Bastogne est encerclée depuis hier. Elle est défendue par la 101e division aéroportée, dont le commandant, le général Maxwell Taylor, est en repos à Washington. En son absence, c'est le général Anthony McAuliffe qui assure la direction des opérations. Toutes les routes qui mènent à Bastogne sont désormais coupées. 45 000 Allemands encerclent 18 000 Américains. À Saint-Vith, les Américains de la 7e division blindée abandonnent leur position. À Auton, dans la matinée, l'alerte est donnée car l'avant-garde de la 112e division Panzer tente de prendre intact le pont sur l'Ourthe. Une poignée d'hommes du génie et une petite troupe de la 3e division blindée US réagissent avec la dernière des violences qui brise net l'attaque allemande. Le général Bolling est cependant inquiet pour sa division car il n'y a aucune unité entre Marche et Dinant. Aussi envoie-t-on 2 bataillons du 335e régiment d'infanterie sur la ligne Beaurain-Wallin-Tellin-Grupont. C'est une véritable guerre de mouvement qui s'engage. Et pendant ce temps, les Ardennais, qui n'ont pu fuir le théâtre des opérations, sont prisonniers dans leur propre région. Et ils se demandent ce qu'il restera de leur pays quand la haine s'arrêtera. Vendredi 22 décembre 1944. La neige est tombée toute la nuit sur le périmètre de Bastogne. À 9 h ce matin, les Allemands ont installé un barrage de fortune avec 2 half-tracks, une jeep et une remorque pour couper la route de Mons, au sud-est de Flamizoul. À 11h30, en quelques minutes, les Américains ont nettoyé le secteur. Les Allemands qu'ils n'ont pas tués se sont rendus, ils sont 25. Une section de chasseurs de chars patrouille aussitôt et déclare la route libre. Tout semble aller pour le mieux, si ce n'est que les Allemands estiment, quant à eux, qu'il est temps de demander la reddition de la ville. L'idée était déjà venue, mais le général von Manteuffel, chef de la 5e armée blindée, après réflexion, avait rejeté l'idée. Son subordonné, le général von Lüttwitz, va en prendre l'initiative, sans consulter son supérieur. C'est pourquoi, à l'heure où se déroule l'opération de nettoyage de la route de Mons, 4 soldats allemands, portant un drapeau blanc, se dirigent vers Bastogne par la route d'Arlon, près de Remois-Fosse. Ils sont interceptés par un sous-officier et des soldats de la compagnie F de la 327e division à qui ils remettent une lettre. On leur bande les yeux et on les conduit au poste de commandement du 2e bataillon à Marvilly. S'ensuit des discussions avec le QG de la 101e où finalement la lettre est remise au général McAuliffe. Après avoir lu la lettre de demande de reddition, le général américain s'exclame « Oh, nuts !» des noix. Il explique alors le contenu du courrier au lieutenant-colonel Kinnaird. « Que dois-je répondre » demande McAuliffe. « Ce que vous venez de dire, mon général, » répond le colonel. « Nuts !» Ça résume ce que nous pensons. La réponse fut remise par le colonel Harper aux émissaires allemands qui, dans un premier temps, ne comprennent pas ce que veut dire « nuts ». Harper leur explique alors que « nuts » correspond en quelque sorte à « allez vous faire foutre ». Et permettez-moi d'ajouter, dit Harper, nous tuerons chaque foutu boche qui essayera de rentrer dans la ville. Correct, les Allemands saluent et l'un ajoute, nous aussi, nous tuerons beaucoup d'Américains, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'était le 7e jour de la bataille des Ardennes. Samedi 23 décembre 1944. Il y a aujourd'hui 8 jours que les bombardements aériens et les tirs d'artillerie tuent soldats et civils. Les villes et les villages ne sont pratiquement plus que des ruines. Comme si ça ne suffisait pas, la neige et le froid se sont installés. Nous avons appris que La Roche et Saint-Hubert sont tombés. Une colonne blindée fonçait vers Marche
Venant de la barrière de Champlon, elle a traversé Bande et n'a été arrêtée par les Américains qu'à 3 kilomètres de leur objectif. Des combats d'infanterie ont eu lieu du côté d'Auton, mais Marche tient toujours. C'est une maigre consolation. Aujourd'hui, à l'aube, à Henri-Chapelle, on a exécuté 3 soldats allemands qui appartenaient à l'opération Greif, dirigée par l'Obersturmbannführer Otto Skorzeny. Il s'agit de commandos parachutistes parlant anglais couramment et déguisés en soldats américains. Ils ont été arrêtés à Éwaille. En plus de la confusion totale qui règne sur tout le front, en plus du froid et de la peur, une nouvelle angoisse est apparue chez les Américains, celle de douter de l'identité d'autres inconnus, d'eux, mais qui portent le même uniforme. Aujourd'hui, une bourde américaine s'est produite. Des bombardiers se sont trompés de cible. Ils ont bombardé Malmedy par erreur. Dimanche 24 décembre 1944. L'abbé Musti est professeur au petit séminaire de Bastogne. Compte tenu des circonstances, la plupart des élèves sont partis l'après-midi du 18 décembre. Ils sont rentrés chez eux. Certains ont pris le dernier train pour Marche. Il ne reste que ceux qui habitent l'est du pays et ceux qui habitent le Grand-Duché. On a réparti les élèves en 3 groupes. L'abbé Musti conduit le sien à Tenneville, où il passe la nuit. Le lendemain, dans le froid et le bruit du canon, le groupe reprend sa marche et s'arrête dans le village de Bande où la population les accueille et leur suggère de rester un peu car il ne se passe rien à Bande. Le vendredi 22 décembre, les jeunes sont à ce point fatigués que l'abbé décide de rester encore une journée. Le samedi matin, tout le village est occupé par les Allemands. Aujourd'hui dimanche, l'abbé Musti a célébré la grand-messe dans l'église de Bande. À la fin de l'office, un homme du village est venu dire que les Allemands arrêtaient les jeunes dans le village. Tout le monde est sorti. L'abbé Musti aussi, car 2 de ses enfants manquaient à l'appel. Ont-ils été arrêtés sur le chemin de l'église ? En tout cas, les autres sont à l'abri, mais ces 2-là. Léon Prel est un jeune qui habite à Bande. Il a été arrêté avec les autres. Ils sont interrogés par les Allemands qui veulent connaître les noms de certains maquisards qui, sur la route qui mène de Marche à Bastogne, ont tué des officiers allemands en septembre. Curieusement, ces soldats ne semblent pas appartenir ni à la Wehrmacht ni à la SS. Peut-être appartiennent-ils à une unité spéciale. En tout cas, ils s'expriment en français. Et sont-ils français, suisses, belges ? Ils ont tout confisqué aux 35 jeunes qu'ils ont arrêtés. Papiers d'identité, bijoux, montres. On les conduit à l'extérieur du bâtiment où on les avait interrogés. Le long de la route, ils attendent les bras en l'air. Un à un, on vient les chercher pour les emmener dans la cave à l'intérieur. Et chaque fois, on entend un coup de feu. Léon Prel a compris. Il essaie de convaincre, comme il le peut, par geste, de faire en sorte que ses camarades se révoltent. Mais ils sont terrorisés et ne bougent pas. Léon profite d'une seconde de distraction d'une sentinelle pour lui asséner un violent coup de poing. Sans attendre, il fonce droit devant lui, traverse la route et court à travers champs. Il est déjà loin, lorsque le premier coup de fusil part dans sa direction. Il court, jusque chez son oncle et va se cacher dans le fenil. Dans la maison, le long de la route, il y a 34 jeunes cadavres. Et demain, c'est Noël. Lundi 25 décembre 1944. Joyeux Noël à tous et que la paix revienne au plus vite sur les Ardennes. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de trêve. Le général Cocotte a décidé d'attaquer Bastogne aujourd'hui à 3 heures du matin. Il faut que les troupes aient investi la ville avant 8 heures, car après, il sera impossible de continuer le combat. Les avions alliés interviendront dès le lever du jour. La 15e Panzergrenadier et ses hommes sont sur pied de guerre. D'autant plus que cette division vient de recevoir des renforts. 18 panzers foncent sur Bastogne. Les Américains tiennent Emerul. Les chasseurs de chars américains entrent en jeu. Les chars allemands avancent franchement. Des grenadiers sont installés à 15 ou à 20 sur les côtés du char et ils tirent des coups de fusil. Les parachutistes américains, eux, sont à couvert sous les arbres. Ils ouvrent un feu nourri au bazooka, à la mitrailleuse, au fusil sur ces tanks et ces grenadiers. Le résultat est immédiat. Les grenadiers tombent des chars, tués ou blessés. Les panzers
pour sauver leur infanterie, commencent un mouvement tournant en direction de champs. Mais ce faisant, ils se présentent ainsi avec le flanc aux chasseurs de chars américains, qui n'en demandaient pas tant. Chars détruits, unités de grenadiers décimées, il n'est que 9 heures du matin et le bilan est vite fait. Sur 18 panzers, 17 ont été détruits et un a été pris intact. Leurs équipages sont morts. La compagnie A, à elle seule, a fait 81 prisonniers et a battu 98 grenadiers. Les Américains viennent de prendre l'avantage. Ils viennent d'annihiler la 3e chance des Allemands d'investir Bastogne. C'était sans doute la dernière, car on sait maintenant que la 3e armée de Patton, en ce soir de Noël, n'est qu'à 9 kilomètres de Bastogne. Ce matin, quand il s'est levé, Georges Patton a dit en regardant le ciel « Il fait un temps splendide pour tuer des Allemands ». Le général von Manteuffel sait de son côté que désormais, son espoir de passer la Meuse est anéanti. Pour la 3e fois depuis le 23 décembre, les Américains ont encore bombardé par erreur Malmedy, dont il ne reste pas grand-chose. Il faudra un jour qu'il s'explique. En attendant, que la paix soit sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Mardi 26 décembre 1944. Les Allemands ne désarment pas. Le SS Brigadeführer Heinz Lammerding et l'état-major de la 2e SS Panzer Division projettent d'attaquer Érezé en tenaille. Sur la route de Grandmesnil, le premier groupe SS se heurte à une tentative américaine de reprendre ce village. La nature du terrain résumera le combat en duel de chars. Les Allemands renonceront, mais les Américains ne sauveront que 2 de leurs chars Sherman. Le 2e groupe de la SS a traversé Grandmesnil sans encombre et s'engage sur la route de Mormont pour y constater qu'il n'est plus possible d'avancer parce que la route est bloquée par des arbres abattus. L'après-midi, les Américains lancent une double attaque contre les villages de Manet et Grandmesnil. Les combats vont être très durs. En fin de journée, les chasseurs bombardiers américains entrent en lice en bombardant Manhay pour en affaiblir les défenses. Les Allemands évacuent Manhay et Grandmesnil dans la nuit. Les 2 villages, ou plutôt ce qu'il en reste, sont à nouveau aux mains des Américains. Les Allemands voient ici ainsi s'évaporer toute leur chance de percer dans son secteur. La victoire commencerait-elle à choisir son camp? Mercredi 27 décembre 1944. Oh, la guerre n'est pas finie, loin de là, mais à Bastogne, on revit, du moins d'une certaine façon. Depuis 1 heure ce matin, d'importantes forces américaines arrivent en renfort. La route, désormais rouverte, permet aux camions, chars, ambulances d'acheminer chaque chargement, chacun en ce qui le concerne, hommes, ravitaillement, prisonniers, civils. À 16 heures, le général Troy Middleton, qui était en repos à Washington, arrive à Bastogne où le général McAuliffe lui remet le commandement de la division. Pourtant, peu avant la tombée du jour, des Allemands attaquent par 2 fois. 200 grenadiers et 3 chars sont bloqués par l'artillerie américaine avant d'avoir pu atteindre les lignes du 327e régiment d'infanterie. Les chars sont détruits, les grenadiers tués ou dispersés. Malgré les recommandations du général von Manteuffel, commandant la 5e armée Panzer, l'OKW, l'Oberkommando der Wehrmacht, ordonne la poursuite des combats pour la prise de Bastogne. Les escarmouches continuent. Les hommes et souvent les civils continuent à perdre leur vie. Malgré ça, on considère que la première phase de la bataille de Bastogne est maintenant terminée. Par contre, les Américains ont entamé depuis hier un bombardement sur La Roche. La ville est maintenant en grande partie détruite. On a dénombré 114 victimes civiles. Mort, où est ta victoire? Jeudi 28 décembre 1944. Aujourd'hui, à Hasselt, le général Eisenhower a rencontré le feldmaréchal Montgomery, le commandant du 21e groupe d'armée britannique, et ce afin de préparer une contre-offensive dans les Ardennes. Hitler, de son côté, a fini par admettre qu'il ne pourra jamais atteindre Anvers. Il ordonne la destruction des forces alliées à l'est de la Meuse. Mais pour cela, il va falloir couper l'avance américaine qui a réussi à atteindre Bastogne. Les meilleures divisions de la 6e Panzerarmée vont donc être engagées pour ce faire.
Le bilan allemand à ce jour est catastrophique. Ils ont perdu 1000 chars, 5000 véhicules motorisés et plus de 1000 avions. Et que dire des pertes humaines? Mais ça, après tout, ça se remplace plus facilement. Vendredi 29 décembre 1944. C'est un sentiment bien amer qui anime les Allemands aujourd'hui. Un peu comme celui d'une défaite, même si pour beaucoup, rien n'est perdu. L'état-major allemand sait qu'il va devoir retirer ses troupes de la poche ardennaise. Et cela se fera avec d'énormes difficultés. Les combats qui vont se dérouler à partir de maintenant seront des combats de retardement. Le plan initial a échoué. L'offensive est brisée. Les troupes ont été malmenées et pourtant les Alliés n'ont pas encore mis toutes les forces dont ils disposent sur cette partie du front. Le mirage Mosan est évanoui. Liège s'éloigne. On ne parle plus de Bruxelles ni d'Anvers. Il va sans doute falloir se résoudre à la retraite. À moins que... Samedi 30 décembre 1944. Aujourd'hui, Rochefort a été reprise par les Alliés. Les fronts nord et sud sont relativement calmes. Les Allemands se terrent. Patton et ses troupes continuent à faire le ménage. Ils viennent ce matin de prendre Remagne, à 16 km à l'ouest de Bastogne. Et maintenant, ils approchent du sud de Saint-Hubert. Les Allemands sont obligés de passer à la défensive et de creuser des tranchées dans la neige. Au cours des derniers combats qu'ils viennent de livrer dans la région de Bastogne, les Allemands ont perdu 67 chars, un luxe qu'ils ne pouvaient s'offrir. Néanmoins, ils passent à l'attaque dans la région de Lutrebois, Villers-la-Bonneau. Leur but est de couper le couloir de jonction au sud de Bastogne. Les Américains savent que les ennemis sont animés par les gergis du désespoir. Ils restent d'autant plus dangereux. Dimanche 31 décembre 1944. Les troupes de Patton ont, malgré de violentes contre-attaques, refoulé plus au nord les divisions allemandes du flanc sud. Les combats continuent sur la ligne Rochefort-Saint-Hubert où les Allemands se sont établis défensivement. Dans son allocution de Nouvel An, Hitler a expliqué la cruauté des événements de l'heure et fait appel à de nouveaux sacrifices. Et bien sûr, il n'a pas manqué de proférer des menaces à l'endroit de ceux qui seraient tentés de tirer dans le dos de l'armée allemande. Dans le périmètre de Bastogne, une guerre d'usure a commencé. Lundi 1er janvier 1945. Dans le périmètre de Bastogne, l'artillerie américaine continue à envoyer ses obus sur les lignes allemandes comme autant de cartes de vœux. Bonne année! Une bonne nouvelle vient réjouir quelque peu les Américains. Ce matin, la Luftwaffe est réapparue dans le ciel de Bruxelles. Objectif, bombarder pour les détruire les aérodromes de Belgique et de Hollande. Pour ce faire, 300 avions allemands avaient décollé. Grâce à l'intervention de l'aviation alliée, 188 appareils allemands furent abattus et les dégâts causés aux aérodromes belges, très limités, puisque tous les appareils étaient en vol. En voulant détruire les avions alliés au sol, Hitler pensait offrir un cadeau moral à l'Allemagne pour le Nouvel An. Il a en fait ruiné encore un peu plus ses forces. C'est aux Alliés qu'il a fait ce cadeau. Mais ne dit-on pas « mieux vaut donner que recevoir ». 2 janvier 1945. Les Allemands sont toujours là. Ce matin, ils ont repris Yerlo, au nord-ouest de Vielsalm. Les conditions atmosphériques restent très mauvaises. 300 bombardiers alliés moyens ont néanmoins pu décoller et ont bombardé des convois allemands vers Saint-Vith, Oufalise et Vielsalm. 1000 autres appareils ont attaqué l'arrière du champ de bataille. Ils ont détruit des centaines de camions et de tanks ennemis. La 101e aéroportée a repris ce non-champ et avance. Avance, elle est à 1 kilomètre de Foix. La routine, quoi. Mercredi 3 janvier 1945.
Les paras américains qui ont atteint la route de Foix subissent 2 contre-attaques de la 9e SS Panzerdivision, l'une entre Longchamp et Monaville, où le 502e régiment perd 119 hommes, et l'autre aux environs de Bizory, où le 501e régiment en perd 89. À l'ouest de Bastogne, les Alliés ont progressé de 4 km. Ils se sont emparés de Hubermont et de Chenogne, en dépit d'une terrible résistance de l'ennemi. Les Américains ont lancé une autre offensive dans le secteur de Othon-Grand-Mesnil. Les conditions climatiques sont très mauvaises, mais les Allemands s'accrochent à leur position. Cependant, il semble qu'ils abandonnent de plus en plus de leurs véhicules en chemin. Il semblerait bien que le carburant commence à manquer. Et si c'était le début de la fin? En attendant, ils sont encore là. Jeudi 4 janvier 1945. La première armée américaine, qui est en action entre Othon et Grand-Mesnil, a avancé de 3 km et ce malgré une résistance farouche des Allemands. Elle occupe maintenant Amptaux et Bef. Elle approche de Randeux. Les Américains se battent également aux abords d'Ammonine, au sud d'Érezée, et plus à l'ouest, où ils ne sont plus qu'à 1 km de Lierneux. Des troupes d'élite britanniques de la 6e division aéroportée sont en action dans le secteur de Marche-Rochefort. L'artillerie allemande a pilonné la ville de Marche, y envoyant des centaines d'obus pour pas grand-chose en définitive, car il n'y a eu aucune victime, il n'y a eu que des dégâts matériels. On se bat sur le front de Freux à Oufalise, dans la steppe des Ardennes. Les Allemands utilisent, ou plutôt réutilisent, les salopettes blanches qu'ils employaient déjà en Russie. Elles ne leur porteront sans doute pas plus de chance pour autant. Vendredi 5 janvier 1945. Les avancées alliées, si minimes soient-elles, sont bien là, sur les 2 flancs du nord et du sud du saillant des Ardennes. Les Américains ont repris la forêt de Banal, à proximité d'Arbrefontaine. La hargne des Allemands ne faiblit pas. Le nœud de Saint-Vith a été attaqué par l'aviation alliée. L'infanterie américaine approche de Othon. Et pendant ce temps, il y a encore des combats dans le périmètre de Bastogne. Les Allemands ne désarment nulle part. Les Américains aujourd'hui ont bombardé Oufalise. En Allemagne, le vieux maréchal von Rundstedt, le prête-nom de l'offensive, a téléphoné à Hitler pour lui conseiller de se replier. La bienséance ne m'autorise pas à vous donner la traduction des propos tenus par le Führer à l'endroit du vieux maréchal. Il y a les mots dans l'histoire qu'il vaut mieux oublier. Samedi 6 janvier 1945. Aujourd'hui, des éléments de la 3e division blindée américaine ont traversé la route La Roche-Vielsalm-Saint-Vith. Cette grande artère servait au ravitaillement des troupes allemandes. Maintenant, elle est presque totalement contrôlée par les Américains. À la baraque Fréture, au croisement de cette artère avec la route Bastogne-Oufalise-Liège, les Allemands luttent désespérément. C'est cette dernière route qui est la seule qui permettrait encore de les ravitailler. Cette route part de Oufalise, passe par Mabompré, Bertogne et Amberlou. Les conditions atmosphériques restent épouvantables. Les pieds gèlent, qu'ils soient allemands ou américains. Dimanche 7 janvier 1945. Les forces américaines poursuivent leur pression sur le front nord du saillant des Ardennes, au sud-ouest de Stavelot. Au-delà de l'Amblève, les troupes américaines ont repris 3 km de terrain. Ça semble peu, mais comment avancer plus vite dans la neige et sous le feu d'Allemands qui n'ont plus rien à perdre? La 82e aéroportée a atteint les collines entre Grand-Sart et Salm-Château. La 2e division blindée approche de Verlemont et de Lierneux. Les troupes de Patton avancent doucement à l'ouest de Bastogne. Les Allemands de leur côté, au Grand-Duché tout proche, ont traversé la Sûre au sud de Wiltz. Ils ont nettoyé Gussdorf et Dahl. Leur rage reste intacte. Lundi 8 janvier 1945. Aujourd'hui, nous connaissons la pire tempête de neige depuis le début de la bataille. La première armée américaine s'est établie solidement sur une étendue de 24 km le long de la route Saint-Vith-la-Roche. Les troupes aéroportées occupent une crête vitale au nord-ouest de Salm-Château et ont occupé Dochamps à 6 km au nord-est de La Roche. Les troupes britanniques avancent au sud-est de Marche. Que l'on soit américain, britannique ou allemand, assiégeant ou assiégé, les conditions sont inhumaines
et ce n'est pas fini. Mardi 9 janvier 1945. À la suite de violents combats, les Américains occupent Marcourt. Compte tenu de ce que les Alliés ont pu observer, on a de bonnes raisons de croire que les Allemands étaient occupés à dégager certains de leurs blindés qui se trouvaient dans une situation critique. On signale d'autre part que dans le secteur britannique, l'ennemi s'est retiré sur de nouvelles positions entre Argimont et Bure. Les Britanniques ont atteint la Lomme et en patrouillant du côté d'Ambly et de Hazin, ils ont constaté ainsi que l'ennemi abandonnait certaines positions sur le flanc nord du saillant. Patton a repris Rocogne ce matin. Les chars de l'infanterie américaine progressent jusqu'à 1,5 km de La Roche. Le général Omar Bradley, commandant de groupe d'armée, a rendu aujourd'hui un vibrant et émouvant hommage à toutes les troupes américaines et britanniques dont les pertes en hommes sont énormes. Que dire après ça? Mercredi 10 janvier 1945. On a annoncé aujourd'hui au QG du maréchal Montgomery que les Allemands se retireraient du saillant des Ardennes sur un front de 13 à 16 km. Les troupes britanniques avaient remarqué que les troupes blindées qui leur étaient opposées s'étaient repliées sur la région de La Roche et que la pointe du saillant semblait être débarrassée de l'ennemi. Effectivement, les Américains se battaient dans La Roche et pour la possession de Bihun à 12 km au nord d'Oufalise, où les Allemands semblent avoir concentré une masse considérable de blindés. Les chars américains avancent à partir de Samré, ils ne sont plus qu'à 14 km de la 3e armée américaine. En soirée, les Allemands, qui se sont repliés vers l'est, ont passé toute la journée aux préparatifs de l'évacuation. Ils quittent la région de Saint-Hubert et prennent la direction de la barrière de Champlon. Ils vont devoir ruser, car la route de la Vacherie qu'ils utilisaient jusque-là est à présent occupée et contrôlée par les Américains. Décidément, tout se complique pour l'ennemi. 11 janvier 1945. C'est un fait. Les Allemands battent en retraite vers la ligne de l'Ourthe. Aujourd'hui, une patrouille américaine a pénétré dans la partie de La Roche qui est située sur la rive droite, tandis que du côté gauche, ce sont les Écossais de la Black Watch qui ont pénétré dans une ville libérée de ces derniers occupants allemands. La route touristique Othon-Marche-la Roche a été nettoyée par les Alliés. Les Américains occupent le village de Bande. Le nettoyage des bois se poursuit et de nombreux Allemands sont faits prisonniers. Un nouvel ennemi cependant ralentit la progression des Alliés, ce sont les mines. Des mines qui ont été posées de façon massive par les Allemands et qui sont enfouies sous la neige dans le but de les retarder au maximum. Il faut redoubler de prudence. Des unités spécialisées dans le déménage travaillent d'arrache-pied. Il y a des combats violents au sud de Bihun et il y a de nombreuses pertes dans les deux camps. Les Allemands se servent de tanks à moitié enfouis dans le sol pour enrayer l'avance alliée. Il y a des nids de mitrailleuses un petit peu partout. En fait, ils espèrent ainsi couvrir la retraite du gros de leurs troupes. Vendredi 12 janvier 1945. Le couloir entre les forces du maréchal Montgomery et celles du général Bradley n'est plus que de 12 km. Le porte-parole de Montgomery a déclaré que le saillant des Ardennes, tout entier, était en train de s'effondrer. On peut dire, selon lui, que officiellement le mot décrochage, en parlant des Allemands, peut être officiellement remplacé par celui de retraite. Aujourd'hui, les Alliés continuent leur progression dans tous les secteurs. Depuis hier, les Écossais ont libéré la ville martyre de La Roche, où ils ont fait jonction avec les troupes de la première armée américaine. Et pour les civils qui n'ont pas pu fuir ou ceux qui n'ont pas voulu le faire, cela reste un enfer. Le froid, l'humidité, la faim et la peur permanente de mourir par une balle perdue ou un obus ne les quittent pas. Personne n'est au courant de ce qui se passe exactement. On ne sait rien. Et c'est encore pire que le reste. Samedi 13 janvier 1945. Cette fois, l'ennemi est vraiment en position critique. Les Britanniques annoncent qu'ils ont fait jonction près de Champlon avec la 3e armée de Patton. D'importantes formations ennemies sont prises au piège. Les Américains ont atteint les hauteurs de Nadrin, tandis que les Britanniques ont dépassé Ortho. Les Allemands n'ont plus d'essence. Manque de tout. Nous recevrons plus de renforts car l'Allemagne vit désormais sous les bombardements alliés. La bête nazie est à l'agonie, mais attention, elle peut encore faire des dégâts parmi les troupes alliées, mais aussi parmi la population civile. Demain sera un autre jour. Dimanche 14 janvier 1945.
Les Alliés continuent à exercer une très forte pression sur les deux flancs du saillant allemand dans les Ardennes. Ce saillant se rétrécit de plus en plus, presque jusqu'à étranglement. À l'ouest de l'Ourthe, il n'y a plus guère que des opérations de nettoyage. Tous les nids de résistance que l'ennemi avait installés tombent les uns après les autres. Soit ils sont détruits, soit ceux qui l'occupent se rendent et vont gonfler les rangs des prisonniers. On se bat toujours du côté d'Erneville, les Américains nettoient la forêt de Freyr. La lutte est acharnée du côté de Neuville, on se bat encore du côté de Stavelot et de Malmedy. La saison de la chasse aux nazis continue, personne ne s'en plaindra. Lundi 15 janvier 1945. Les Américains tiennent à présent la route principale qui relie Oufalise à Saint-Vith. Elle constituait la dernière importante ligne de communication dont les Allemands disposaient à l'intérieur du saillant pour leur ravitaillement et leur transport. À l'est de la Roche, les Allemands ne désarment pas. Ils ont engagé une contre-attaque avec quelques chars qui ont encore du carburant et qui sont soutenus par l'infanterie. Ils ont été repoussés vers le sud-est de la ville, tandis qu'au sud de la Roche, les unités américaines sont sur les talons des Allemands en retraite. Dans les régions de Bastogne-à-Marche, la résistance ennemie est limitée aux champs de mines, aux pièges et aux activités de tireurs isolés. Mardi 16 janvier 1945. Les radios alliées ont annoncé aujourd'hui que les troupes de Montgomery sont entrées dans Oufalise. La retraite ennemie est presque générale dans tout le secteur des Ardennes. Diney et Willogne, au nord de Oufalise, ont été libérés. L'Ardenne est grande comme un mouchoir de poche et on continue quand même à s'y battre dans tous les coins. Les villages sont rasés, dans certains il n'y a plus une seule maison debout. Les civils qui n'ont pu s'enfuir ou être hébergés ailleurs se terrent souvent dans des abris de fortune, et beaucoup dépendent des soldats américains, simplement pour manger. Mercredi 17 janvier 1945. Les Allemands, malgré tout, gardent une rigueur toute germanique. Ils gèrent de façon méthodique leur retraite et ne laissent rien au hasard. Les troupes américaines, qui ont perdu le contact, se voient entravées dans leur progression, plus par le mauvais temps et les champs de mines que par les arrière-gardes allemandes. Lorsque d'aventure les Américains rencontrent des îlots de résistance ou des points d'appui, les combats, néanmoins, qui en découlent, sont d'une rare violence. Les Allemands se battent avec la même hargne qu'au début de l'offensive. Les troupes américaines, en soirée, se trouvent à moins de 8 km de Saint-Vith, qui est la principale porte de sortie de ce qui reste du saillant allemand. Pendant ce temps, les combats continuent à Malmedy. Jeudi 18 janvier 1945. Le général Patton a lancé aujourd'hui une attaque sur un large front qui s'étend de Wils à Wallendorf. Diekirch et Bettendorf sont nettoyés. La misère de la population civile ne laisse pas le haut commandement américain indifférent. À Diekirch, le général Manton a essayé d'apporter un peu de réconfort aux malheureux. Chaque fois que le bruit de la bataille se rapproche ou s'intensifie, les civils courent sans trop savoir où, avec leur maigre baluchon dans lequel il n'y a que des objets de première nécessité, et avec au creux du ventre cette peur de ne pas s'en sortir ou, en revenant dans ce qui reste de leur maison, ne plus rien trouver du tout. C'est ça aussi, la bataille des Ardennes. Vendredi 19 janvier 1945. On en est sûr à présent, l'ennemi n'occupe plus que quelques cantons de nos Ardennes. Les Allemands sont en retraite à l'est d'Oufalise, serrés de près qu'ils sont par les Américains dont une colonne continue à avancer vers Saint-Vith, qui est le dernier grand centre belge encore aux mains des Allemands. Des centaines de véhicules ennemis, principalement des transporteurs de troupes, affluent vers l'arrière à travers Saint-Vith et quantité d'entre eux sont détruits par l'artillerie aérienne alliée. Les troupes américaines tiennent maintenant 3 côtés de la ville martyre de Saint-Vith. La chute de la ville ne saurait tarder, c'est maintenant une question d'heure. Ça ira mieux demain. Samedi 20 janvier 1945. Les Américains ont pris les villages de Recht, Bovigny et Sterpigny. Ce dernier a été enlevé à la suite d'un rude combat, tandis que les Américains sont entrés à Bovigny et n'y ont trouvé qu'un village désert. La chute de Sterpigny est importante dans la préparation de la chute de Saint-Vith, puisqu'elle se situe sur la route qui vient de Oufalise et qui y conduit.
Il ne reste pas grand-chose de nos Ardennes. Le seul avantage qui est offert aux aviateurs alliés, c'est que partant dégagés, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Tous les véhicules ennemis qui prendront la fuite seront facilement repérables et plus faciles à détruire. Décidément, les temps changent. Dimanche 21 janvier 1945. Les Américains progressent partout. Elsenborn, Moinet, Visoul, Alsoumont, Séturu et Tavigny sont nettoyés. Patton continue sa progression, mais qui est ralentie par des chars et d'autres véhicules allemands qui ont été abandonnés faute de carburant çà et là sur les routes. La résistance allemande est faible, mais le déblayage des véhicules est fastidieux et fait perdre du temps aux Américains. À la fin de la journée, Buret, La Villette, Troine et Crendel, ainsi que Bourskate et Landskate, étaient nettoyés également. Pendant la guerre, la vie ne s'arrête pas le dimanche. Lundi 22 janvier 1945. L'aviation alliée s'en donne à cœur joie aujourd'hui. Elle pilonne sans arrêt les routes menant en Allemagne. Chasseurs et bombardiers légers vont effectuer aujourd'hui 1500 vols et détruire 75 chars et véhicules blindés, et plus de 1500 camions sans parler des autres, simplement endommagés. En outre, l'aviation a coupé les voies ferrées en 60 endroits différents. Espérons que les avions aient bien épargné les routes que les Alliés devront emprunter pour entrer en Allemagne et mettre fin à cette maudite guerre. En ce qui concerne les voies ferrées, c'est autre chose. Personne ne pense que les Américains aient vraiment envie d'aller en train en Allemagne. Mardi 23 janvier 1945. Les premières et troisièmes armées américaines ne sont plus qu'à 10 km de la frontière allemande. Saint-Vith est tombé et Vianden aussi. Furen, près de Diekirch, a été nettoyé. Aubelin est aux mains des Américains. Les chasseurs alliés continuent à poursuivre les fuyards et attaquent à la bombe et à la mitrailleuse des routes moins engorgées que les jours précédents, qui ramènent les Allemands vers leur chère ligne Siegfried. Cette fois, la fin semble vraiment proche, mais le prix à payer pour y arriver reste lourd. Des centaines d'hommes continuent à perdre la vie chaque jour. Mercredi 24 janvier 1945. Lorsque l'on fait les comptes aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en 48 heures, les avions alliés ont détruit ou endommagé plus de 5000 véhicules allemands. Par un froid de 24 degrés en dessous de zéro, la première armée américaine avance dans tous les secteurs visant l'élimination totale de la présence allemande dans le saillant des Ardennes. Aujourd'hui, elle a dépassé la ligne d'où l'offensive était partie le 16 décembre dernier. Trèves est déjà sous le feu de l'artillerie alliée. On notera qu'une contre-attaque allemande a été tentée dans la forêt de Bütgenbach, mais qu'elle a été très rapidement brisée. La troisième armée américaine combat aujourd'hui à Clairvaux. Elle est à 5 km de la frontière allemande. Son offensive pour réduire la poche du saillant est terminée. Jeudi 25 janvier 1945, vendredi 26 et samedi 27 janvier, l'ennemi va continuer son mouvement de repli vers la ligne Siegfried. Les Américains ont atteint Lourdes à la frontière allemande et l'aviation continuera son travail de nettoyage avec succès. Près de 300 véhicules, dont 11 chars, seront encore détruits durant cette période. La bataille des Ardennes est pratiquement terminée. Dimanche 28 janvier 1945. L'ennemi est chassé de Schönberg, petit village belge à la frontière allemande. La troisième armée américaine a repris sa marche. Elle a franchi Lourdes et se trouve à proximité d'Oberhausen. À partir de demain, 29 janvier, et ce jusqu'au 3 février, des escarmouches vont continuer. Des soldats vont encore tomber, des civils vont encore perdre la vie. Je vous propose de nous retrouver demain pour dresser un bilan final de cette bataille qui a marqué à tout jamais notre mémoire collective. Épilogue de la bataille des Ardennes. C'est le 4 février 1945 que le dernier soldat allemand refranchira la frontière. La bataille des Ardennes est officiellement terminée. À présent, il faut en dresser le bilan. Les Américains déplorent 8607 tués pour 17 236 aux Allemands. Ils déplorent 21 144 disparus pour 16 000 aux Allemands. Ils ont eu 47 139 blessés pour 34 439 aux Allemands. Mais les civils ont payé aussi un très lourd tribut. 2501 tués,
350 disparus et 1200 blessés. 12 577 maisons ont été détruites ou fortement endommagées. Les Ardennes sont complètement ravagées. Les Ardennais n'ont pas tous été tués dans les combats eux-mêmes, mais compte tenu du climat normalement froid, du manque d'hygiène permanent, les maladies se sont répandues très vite, comme la diphtérie, la pneumonie et autres. Et il n'y avait aucun hôpital, aucune accoucheuse et très peu de médecins en mesure d'intervenir dans ces horribles conditions. Il sera très longtemps difficile et dangereux de circuler dans les Ardennes car les Allemands ont laissé en cadeau des milliers de mines un peu partout. Les 6 premières semaines, les démineurs en enlèveront plus de 20 000. Mais à quel prix? Au total, 102 d'entre eux perdront la vie en travaillant et 234 seront gravement blessés. Il faudra des années pour reconstruire les Ardennes. Les familles sinistrées vivront longtemps dans des baraquements en bois. La pénurie de matériaux, le manque d'argent retarderont la reconstruction. Il faudra attendre 1948 et le plan Marshall pour que les États-Unis apportent leur soutien financier et pour que les choses bougent enfin. Mais il faudra encore bien plus longtemps pour que les Ardennais s'habituent à leur nouvelle vie. J'ai été très heureux et très honoré de vous raconter une partie de cette bataille qui a marqué à tout jamais notre pays. Vu la densité de l'événement, il n'était pas possible d'en faire un récit exhaustif, tant il y aurait eu des choses à raconter. J'ai fait de mon mieux pour vous en donner l'essentiel. Je remercie aussi au passage, à titre posthume malheureusement, notre collègue, journaliste et historien, correspondant de guerre, Roger Crouquet, dont l'œuvre sur la bataille des Ardennes fait encore école aujourd'hui. « 5 février 1945, la guerre n'était pas finie. Elle allait encore durer 3 mois. Maintenant, les troupes alliées allaient devoir se battre en Allemagne. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?